Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Pendant un an, de mai 1885 à mai 1886, les plus éminents psychiatres vont se presser au chevet de Madame Émilie Lombardi, internée à l'hôpital Saint-Antoine de Genève. Pendant un an, ces sommités de la médecine et de la psychiatrie vont tenter de répondre à une seule question. Madame Lombardi est-elle folle, oui ou non? Et plus précisément, était-elle folle dans la nuit du 1er au 2 mai 1885, où jouissait-elle, comme on dit, de toutes ses facultés mentales? Pour établir un diagnostic, psychiatres et médecins vont multiplier les interrogatoires et les examens de toutes sortes. On note les réflexes de Madame Lombardi. On mesure sa sensibilité à la température, ses réactions à la douleur. On prend les dimensions de son crâne. On examine attentivement ses pupilles. On ira même jusqu'à faire des recherches sur son hérédité. Une minutieuse enquête du docteur Cosse, professeur de médecine légale à l'université, portera sur 212 personnes ascendant direct de la famille de Madame Lombardi. Des commissions d'experts sont nommées, des mémoires contradictoires paraissent, on en comptera 8 en tout. Mais les psychiatres n'arriveront pas à se mettre d'accord. Du fond de son lit, Madame Lombardi remarque à peine toute cette attention dont elle est l'objet. Elle répond aux questions. Elle se prête d'assez bonne grâce aux examens. Mais visiblement, elle est ailleurs, très loin, dans son passé. Elle revoit son enfance, ses 2 mariages, et puis cette fameuse nuit du 1er au 2 mai 1885. Les premiers souvenirs qui se pressent dans la mémoire de Madame Lombardi, alors qu'elle est allongée sur son lit d'hôpital, sont des souvenirs d'enfance. Une enfance difficile. Elle a 7 ans à la mort de sa mère. Je vois encore cette affreuse journée. Je vois mon père, mes grands-mères, toutes ces femmes désespérées. Triste souvenir. Je ne me souviens d'aucune caresse maternelle, encore moins de caresse paternelle, car mon père a fait ce que font tous les hommes seuls. Il s'est mis à fréquenter la bouteille. À 7 ans déjà, on comprend que l'on est abandonné. Émilie, la future Madame Lombardi, est élevée par sa grand-mère. Les fils de celle-ci la maltraitent. Alors elle vient travailler à Genève, où elle passe son adolescence. Elle trouve une place chez un oncle qui la paie peu, mais la bat souvent. Elle s'en va. Elle trouve d'autres places, travaille comme domestique. Elle a à peine 20 ans quand elle fait la connaissance de Balédier, son premier mari. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Veuf, il a déjà 2 enfants. C'est un mariage de raison. Elle l'épouse parce que de tous les hommes qu'elle a connus, c'est le seul qui ne la bat pas. En plus, il est sobre. Ce sera une vie à 2, sans drame, mais sans passion. En 1875, Balédier meurt, Émilie se retrouve seule, elle a 22 ans. Un an plus tard, en 1876, elle fait la connaissance de Joseph Lombardi. Et là, c'est le coup de foudre. Il est grand, énergique, bien de sa personne, c'est un tailleur, il a un magasin dans le Vieux-Genève, rue de Coutances, et le mariage est célébré le 27 janvier 1877. Un long voyage de noces à Paris, une lune de miel sans nuages. Pour la première fois de sa vie, Émilie est heureuse. En mars, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Son bonheur ne connaît plus de bornes, d'autant qu'elle croit lire dans les yeux de son époux une joie égale à la sienne qui l'aide à supporter les nombreuses petites souffrances de la grossesse. Mais cette entente idyllique entre les 2 époux ne va pas durer très longtemps.
Oh, ce sont d'abord des petits incidents, des disputes banales qui émaillent le quotidien. Mais tout cela dégénère, car la véritable nature de Joseph Lombardi se révèle au fil des semaines. C'est un violent, un brutal. Pour un rien, il frappe, surtout quand il a bu. Et c'est qu'il boit beaucoup, le Lombardi. Alors, pour un rien, les soufflets, les gifles, les coups s'abattent sur la pauvre Émilie. De plus, la mère de Lombardi, la belle-mère donc d'Émilie, suit de très très près les affaires du ménage. Et elle prend en toutes circonstances le parti de son fils, bien sûr. Elle a difficilement accepté ce mariage avec une fille du peuple qui n'apportait pas un centime dans sa dot. Alors maintenant que le mariage est fait, elle se venge. Elle jette de l'huile sur le feu. Elle excite encore davantage la colère de son fils. Le 11 janvier 1878, Madame Lombardi met au monde un fils. Le souhait de toute la famille. En ces jours de fête, le bonheur semble à nouveau régner dans la maison de la rue de Coutances. Mais il dure peu. Les conflits reprennent. La belle-mère veut confier l'enfant à une nourrice. Émilie veut le nourrir elle-même. Elle a gain de cause. « Je voulais, avec mon fils, ramener la brebis qui s'égare, dira-t-elle plus tard. La brebis, c'est bien sûr le mari. Mais le mari, la bouteille le gagne lui aussi. Il passe toutes ses soirées au café. Mon Dieu, patience, tout cela va changer, se dit Madame Lombardi. En août 1878, elle est de nouveau enceinte. Nouvelle dispute avec la belle-mère qui vient lui faire des remontrances. Enfin, c'est stupide. Vous allez vous ruiner la santé et vous ruiner tout court. La jeune femme répond, quand j'en aurai fait 10 comme vous, je m'arrêterai. Le mari, furieux de cette réponse, lui fait une scène, la gifle. Le 12 avril, c'est le samedi de Pâques. Nouvelle scène, nouvelle violence. Il lui donne des coups de pied dans le dos et dans le ventre. Elle souffre quelques heures, comme pour mettre un enfant au monde, dit-elle. Le 23 avril, elle donne naissance à un fils. Les scènes de brutalité continuent. On dit que l'amour est aveugle, écrira plus tard Madame Lombardi. Il y avait devant mes yeux un voile qui m'empêchait de voir que cet homme était une bête féroce. Non, je ne voyais rien. Mais peu à peu, les yeux de Madame Lombardi vont s'ouvrir. Et, malheureusement, les occasions ne vont pas manquer. En septembre de la même année, elle trouve, en fouillant dans un tiroir, un acte de vente signé par son mari. Il concerne le magasin qui appartient aux parents de Lombardi et que les jeunes époux ont décidé de racheter. Elle s'aperçoit avec stupeur que le prix de vente est supérieur de 15 000 francs suisses à la somme convenue et que son mari a signé sans même lui en parler. Je ne voulais pas lui faire le soir même des observations, mais je me sentais des frissons dans tout le corps. Le lendemain, elle tombe malade. Elle se plaint à sa belle-mère. « Vous profitez de votre position pour influencer mon mari et pour nous soutirer de l'argent, avouez-le. » Le mari entre dans la chambre. Il revient du café un peu éméché. Sa mère. « Dis donc, tu donnes tes clés à ta femme quand tu t'en vas, bougon d'imbécile. Et alors c'est comme ça que tu te laisses mener. Elle a osé me faire une scène, ta petite femme. » Elle en dit tant et tant que le mari s'approche d'Émilie avec à la main ces immenses ciseaux de tailleur. « Je vais t'ouvrir le ventre. »« Mais oui, vas-y, elle le mérite !» hurle la belle-mère. J'avais mon petit que je nourrissais sur mes genoux. Quand je l'ai vu approcher avec ses ciseaux, j'ai été prise de frissons. J'ai posé mon petit par terre, j'ai pris mon banc que j'avais sous les pieds et je l'ai lancé à la figure de mon mari. Et puis je me suis pendu à ses cheveux comme une bête féroce. Je ne me reconnaissais plus. Il a cru sans doute que j'avais un accès nerveux car il ne m'a pas donné de coups. Sa mère lui disait « T'es trop bon, si j'étais à ta place, je lui couperais les reins en deux. » Moi j'ai repris mon petit et je suis monté à l'appartement. Ce genre de scène se reproduit de plus en plus souvent. Dans la famille, Madame Lombardi n'a qu'un allié, le père de son mari. Jusqu'à présent, il l'a toujours défendu. « Tu bois trop, dit-il à son fils. Tu as de beaux enfants, tu as une femme qui t'aime, elle fait bien marcher le commerce. Tu devrais rester chez toi plus souvent, ta femme te gâte, et tu ne t'en rends même pas compte. » Malheureusement, le vieux Lombardi ne fait que de rares apparitions au magasin et ses conseils resteront sans effet. Madame Lombardi tombe malade, une grande fièvre, elle délire.
Elle a des accès de folie. C'est en tout cas ce que lui diront son mari et sa belle-mère. Vous êtes folle. Le docteur a dit que vous étiez folle. Un jour, il faudra vous interner. À peine guéri, les scènes de violence reprennent. Le fils aîné, le petit Pierre, prend des coups lui aussi, et si violent qu'il tombe malade. On le place tout l'été en pension chez une tante. Le 21 septembre 1880, Madame Lombardy accouche d'une fille, Joséphine. Nouvelle grossesse en 1881, naissance d'un garçon, Eugène. La famille s'agrandit, mais les rêves de bonheur s'éloignent de plus en plus. Le 10 avril 1882, un certain Dimier est jugé et condamné à Genève. Il avait tué sa femme d'un coup de revolver. Les journaux parlent abondamment de l'affaire. Quelques jours plus tard, Joseph Lombardy rentre chez lui, furieux comme d'habitude. Il appelle sa femme. Devant elle, il verse un cornet de munitions dans un revolver qu'il fait tourner dans ses mains. « Regarde, tu vois ? Je le charge. C'est pour faire le Dimier. » La pauvre Madame Lombardy est paralysée d'épouvante. Je ne savais que faire. J'étais en train de donner le sein à mon petit Eugène. Je me suis senti des frissons des cheveux jusqu'au-dessous des pieds. J'étais blotti sur ma chaise comme une hébétée. Il s'avança. J'allais, je crois, m'évanouir. Les scènes de revolver, comme on les appellera, durent plusieurs jours, pendant lesquels Madame Lombardy, plus morte que vive, n'ose plus venir coucher à la maison. Une voisine intervient. Lombardy promet qu'il ne tuera pas sa femme. Mais les menaces, les injures et les coups continuent. J'ai à peine le temps de descendre l'escalier, mon petit Eugène dans les bras, qu'il me place le revolver sous le menton. Ah, les ciseaux ne t'épouvantent pas, les coups ne te font rien. Bien au moins, il faut ça pour te faire marcher ou crever. En 1883, Lombardy parle de divorcer. Elle lui répond qu'elle y est disposée quand il le voudra. Mais attention, je suis la mère, et je veux les 4 enfants. Alors on en reste là. En mars 1884, elle découvre que son mari entretient une maîtresse. Il lui écrit des lettres en cachette. Au mois de juin, comme chaque année, il y a un bal sur la place Grenu. Émilie veut danser. Son mari la chasse à la maison. Elle redescend bien vite, et elle le voit danser avec Adèle B., sa maîtresse. Quelques jours plus tard, à bout de nerfs, épuisée, découragée, elle se rend chez son beau-père pour lui demander aide et protection. Et c'est un échec. C'est pire qu'un échec. Car le vieux Lombardy ne l'écoute pas. Sans qu'on sache pourquoi, il a pris le parti de son fils. Et il bat Émilie lui aussi. C'est plus que la jeune femme n'en peut supporter. Quelques jours après, elle fait une fausse couche, dans d'affreuses souffrances. Je n'ai jamais su avec quoi il avait pu me battre. Car j'avais été battu pendant toutes mes grossesses. Mais ça ne m'avait jamais mise dans un état pareil. Pendant que sa femme est au lit, malade, le mari néglige son commerce. Il ne pense qu'à courir au rendez-vous que lui donne sa maîtresse. Dans le magasin, les traites s'accumulent et ne se paient pas. On ne trouve le patron nulle part quand il y a un client à servir. C'est encore Madame Lombardy qui doit se lever et s'occuper des clients, ce qui provoque une hémorragie 8 jours après sa fausse couche. Le médecin l'envoie à la campagne pour se remettre. Elle revient au mois d'août. Elle va immédiatement chez sa rivale et se fait rendre les cadeaux et les lettres que Lombardy lui avait envoyés. Quand elle rentre chez elle, elle trouve son mari effondré, qui pleure à chaudes larmes. Pardonne-moi, je t'en supplie. C'est elle qui est une coquine. Mais les jours suivants, Madame Lombardy s'aperçoit que les lettres et les rendez-vous continuent. Le 27 janvier, c'est l'anniversaire de leur mariage. Le soir, il lit son journal. Elle lui demande en plaisantant ce qu'il va lui offrir. Elle essaie de l'embrasser. Lombardy la repousse et sèchement « Oh, il y en a d'autres qui se sont mariés depuis nous. » D'autres. Lombardy pense sûrement au mariage d'Adèle B., sa maîtresse. Ce mariage le rend encore plus violent. Il ne se contente plus de battre le petit Pierre, ni de l'insulter quand il revient de l'école en le traitant de bon à rien. Maintenant, il bat indistinctement sa femme et ses 4 enfants. En face de ces persécutions quotidiennes, Madame Lombardy va de plus en plus mal. Elle souffre d'atroces migraines. Une douleur si violente
qu'elle ne peut plus porter de chapeau, avec parfois la sensation d'une boule qui la serre au cou et qui l'étouffe. Mais quand elle se plaint, il la traite de folle et menace de la faire interner. Et dans cette famille qui va à la dérive, le chagrin, la mélancolie de Madame Lombardi gagnent du terrain jour après jour. Elle dit « J'ai commencé à prendre du noir avec une telle rapidité. C'était comme une brûlure sur laquelle on verse du vinaigre et du sel. » Depuis le mois de février, nous sommes en 1885, Madame Lombardi ne travaille pratiquement plus. Moi qui gagnais auparavant 70 francs par mois, en cousant pour le magasin, je ne peux plus toucher une aiguille. Je parviens à peine en me forçant à recoudre par-ci par-là un bouton aux habits de mes enfants. Chaque fois que je suis seul, un moment, je pleure. J'ai de l'ennui, un noir affreux. Je ne peux plus tenir en place. Je sors souvent sur le trottoir. Je me promène sans but devant le magasin. On a dû le remarquer. La nuit, je fais des cauchemars. Je rêve que je suis morte. Ces idées de mort, elles reviennent de plus en plus souvent, le jour aussi, après chaque scène de violence. Comme tous les matins, j'essuyais l'extérieur et l'intérieur du magasin dans des réflexions impossibles. La mort. À tout prix, la mort. Je pris une caisse pour l'épousseter. Et puis, derrière cette caisse, je vis une corde. J'attire cette corde à moi. Ah, voilà le bonheur pour ton mari. Tu l'embarrasses. Les enfants embarrassent parce qu'ils coûtent trop cher. Alors ce soir, tu vas sur Saint-Jean. Tu les attaches tous les quatre, avec toi au milieu. Tu t'enfonces dans le Rhône comme une vraie reine d'abeilles avec son rucher. À ce moment-là, les enfants descendirent l'escalier. Je les serrais contre moi. J'avais honte de ce que je venais de me dire. Lombardi s'enivre maintenant à tel point qu'il faut le coucher chaque jour à midi. Et nous arrivons à la journée fatidique du vendredi 1er mai 1885. Dès le matin, le mari va au café, il rentre pour faire des scènes aux enfants et à sa femme. Il donne un soufflet au petit Pierre, il tempête, il récrimine sur les dépenses. Il fait le compte de tout ce que coûtent les enfants, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils usent. L'après-midi, il continue. Il se plaint d'être seul pour entretenir un pareil ménage. Madame Lombardi se sent prise de maux de cœur. Le soir, épuisée, elle s'assied au fond du magasin et pleure abondamment. J'étais là, souffrante. Je me disais que vraiment, moi et les enfants, nous embarrassions mon mari. Elle soupe avec ses enfants, et puis elle les couche. Nouvelle dispute avec le mari, qui repart au café. Elle reste seule. Elle va et vient dans le magasin désert. J'ai pensé à ce moment-là que mieux valait mourir que de continuer à embarrasser mon mari. Mais les enfants, elle ne peut pas les lui laisser. Il serait capable de les abandonner, de ne pas les nourrir. Non, seul, il sera mieux. Et nous aussi, se dit-elle. Lombardi rentre, ivre-mort. Il l'insulte. « Nom de garce! Espèce de traînée !» Elle est prise de convulsion. Ah, cette fois, je vois ce que tu cherches. Tu as envie que je te débarrasse. Autant ce soir qu'une autre fois. Tu coucheras seul, tu vivras seul. Et demain matin, tu seras débarrassé au complet. Vous avez profité de ma peau, mais vous n'en profiterez plus. Le mari. Tu peux faire ce que tu veux, ça m'est égal. Il y a dans la cuisine des lilas que les enfants ont cueillis le jour même au cours d'une promenade. Madame Lombardi prend les fleurs, elle monte dans leur chambre. Elle dépose un bouquet sur chacun des petits lits. Et puis,
Elle accomplit la promesse qu'elle vient de faire. Elle court prendre un rasoir et elle égorge successivement chacun de ses 4 enfants en leur demandant pardon. 3 mourront. Un seul, le cadet, survivra à ses blessures. Madame Lombardi lâche le rasoir. Elle tient à la main une bouteille de collyre qu'elle a trouvée dans l'armoire à pharmacie. Sur l'étiquette, il y a marqué « Poison » en grosses lettres. C'est la fin qu'elle s'est choisie. Elle l'avale d'un trait et elle tombe dans le coma. 1 heure plus tard, le mari pénètre dans la chambre. Il est suffisamment lucide pour s'apercevoir de la situation et courir prévenir la police et les médecins. On parviendra à ranimer Madame Lombardi, mais c'est en pleine crise de délire qu'elle sera transportée à l'hôpital Saint-Antoine. Dans cet hôpital, elle restera 1 année en attendant son procès. Elle retrouve assez vite sa lucidité. On lui apprend qu'un seul de ses enfants a survécu à ses blessures. Elle regrette qu'il ne soit pas mort, comme elle regrette d'être elle-même toujours vivante. Que peut-elle espérer maintenant pour elle et son enfant? Elle est jugée en juin 1886. Pendant le procès, elle garde une attitude calme et indifférente. Jamais elle ne trahit la moindre émotion. La plupart des témoins confirment les misères qu'elle a subies. L'apparition de son mari à la barre, défaillant et bêté, abruti par l'alcoolisme, produit une impression pénible sur le public. Comme je vous l'ai dit au début de ce dossier, les médecins et les psychiatres ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le cas de Madame Lombardi. Les uns, et ce sont les plus nombreux, estiment qu'elle a commis son crime sous l'influence d'un état mental pathologique qui lui a enlevé son libre arbitre. En d'autres mots, elle était folle, donc irresponsable. D'autres experts, une minorité cependant, prétendent qu'elle jouit de l'intégralité de ses facultés intellectuelles, donc qu'elle est responsable. Le tribunal penchera pour la première hypothèse, le jury admettra l'irresponsabilité de l'accusé, celle-ci sera acquittée, mais immédiatement internée dès la fin du procès dans un hôpital psychiatrique. Oui, c'est finalement à l'asile que les persécutions de son mari et de sa famille devaient conduire Madame Lombardi. Rappelez-vous, il l'avait menacée de la faire interner comme folle quelques années auparavant. Leur prédiction se trouvait réalisée. Pour conclure, je voudrais vous lire quelques lignes de la dernière lettre qu'ait écrite Madame Lombardi quelques instants avant de tuer ses enfants et de tenter de se suicider. Cette lettre était adressée à une amie, sa seule amie. La voici. Genève, 1er mai, 8h30 du soir. Madame, je regrette de vous avoir causé tant d'ennuis, mais vous en auriez davantage si cela n'avait pas une fin. La journée a été si affreuse. Je ne puis y attendre. Je ne suis point folle, mais rassasiée. Je me vois dans l'impossibilité d'aller plus loin, et j'ai trop peur que mes enfants lui ressemblent. Émilie de Luermoz, femme du bourreau Joseph Lombardi. Post-scriptum. S'il vous plaît, mettez sur ma tombe femme martyre. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Il y a bien longtemps que les petits-enfants n'ont plus peur de l'ogre, car les mamans n'ont plus le temps le soir à la veillée
de raconter des histoires à dormir debout pour endormir justement leur progéniture. Mais le dossier que nous allons ouvrir ensemble aujourd'hui, chers amis, raconte une histoire à dormir debout, celle non pas d'un ogre, mais d'une ogresse. Oh, rassurez-vous, si la légende populaire affubla Jeanne Weber du surnom extraordinaire de ogresse de la Goutte d'Or, elle ne mangeait pas les enfants pour autant. Cela précisé, je ne vous conseille tout de même pas de raconter ce soir à votre petit dernier les aventures de l'ogresse de la Goutte d'Or. Je ne suis pas sûr qu'il dormirait tranquille, et vous non plus, d'ailleurs. Écoutez-la quand même, et d'une oreille attentive, car c'est l'un de nos dossiers les plus extraordinaires, l'un de nos personnages les plus extravagants, et une série de crimes que l'on a rarement l'occasion de voir, heureusement d'ailleurs. Il était, dans la bonne ville de Paris, un quartier bien célèbre, où l'un de nos romanciers, Émile Zola, trouva de quoi alimenter nombre de ses romans. La Goutte d'Or. Dans ce quartier du 18e arrondissement de Paris, près de la gare du Nord, on ne trouvait en 1905 que voies ferrées, usines, ateliers, maisons basses et noires de fumée, rien de bien touristique. Les habitants, pour la plupart ouvriers, y vivaient surtout le soir, envahissant les bistrots sordides, le cafecon sans fumée de la Fauvette et le samedi soir, le théâtre Montmartre. Les rues y portent des noms évocateurs, le passage de la Goutte, la rue du Pré maudit. Au 1 bis de la Goutte, justement, vit un ménage, les Weber. Lui est ouvrier au salaire confortable, 10 francs par jour. À l'époque, c'est une bonne paye. Elle tient la maison. Les voisins les connaissent bien, tout le monde se connaît bien d'ailleurs dans ce quartier où l'on vit, autant sur le pas de la porte qu'à l'intérieur. Les voisins surtout connaissent bien Jeanne et la plaignent un peu. Pensez donc sur 3 enfants, 2 sont morts en bas âge, un seul lui reste. Un petit Marcel de 7 ans, malingre et souffreteux. Oh, une bien grande misère. Ou évidemment, on voit souvent la Jeanne, une bouteille de rouge sous le bras et des fois, le soir, elle a bien l'air un peu égarée. Oh, que voulez-vous? On se console comme on peut. Et puis, un petit coup par-ci par-là, ça n'a jamais fait de mal à personne, pas vrai? Au contraire, ça console de bien des malheurs. De sa fenêtre, souvent, la Jeanne regarde dans la rue les enfants qui jouent, qui courent. Elle regarde les tout-petits surtout. Oh, c'est si beau, un tout-petit qui tremble sur ses jambes et marche en biais, les mains en avant, les yeux rieurs, en cherchant les jupes de sa mère. On le voit bien par moments, Jeanne a des envies irrésistibles de tendre les bras, de saisir le poupon, pour l'embrasser, sûrement. Ça lui rappelle trop sa petite dernière, morte à 20 mois. C'est dur pour une femme qui aime tant les enfants. Elle les aime tellement qu'elle est toujours prête à les garder. Oh, pour ça, elle est bien serviable, et on peut avoir confiance. C'est vrai, Jeanne est toujours prête à rendre service et à garder les bambins encombrants. Ceux de sa belle-sœur, par exemple. Et aujourd'hui, justement, c'est jeudi, jour de lavoir, et la belle-sœur a fort à faire avec la lessive de 2 bébés. Elle a 2 petites filles, Suzanne, 3 ans, et Georgette, 18 mois. « Jeanne, veux-tu les garder? J'ai 2 corbeilles pleines à laver. J'en ai au moins pour 2 heures. » Jeanne veut bien. « Prends ton temps, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Sois tranquille, j'ai l'habitude. » Rassurée, la mère s'en va jusqu'au lavoir des 2 amis, une corbeille sur chaque hanche. Entre les potins et la lessive, elle rentrera à la nuit, juste à temps pour la soupe. Jeanne a refermé sur elle la porte du logis de sa belle-sœur, rue du Pré-Maudit, et s'est installée dans la cuisine, près du poêle à charbon. Pour mieux les surveiller, elle garde les 2 enfants dans la pièce. Par terre, la plus grande, Suzanne, dont les 3 ans arrivent à peine au niveau de la table de la cuisine. Elle joue avec une poupée de chiffon multicolore. Elle la couche, la borde, l'habille, la déshabille sans relâche. Elle ressemble déjà à une petite bonne femme,
avec son air sérieux et sa tranquillité silencieuse. Georgette, le bébé, gazouille dans son berceau d'osier. C'est une enfant gaie, au sourire plein de fossettes, dont les rondeurs et le teint rose attirent l'œil. Elle gigote, tirant avec obstination sur l'un de ses chaussons. Jeanne est assise, immobile, le dos droit. Elle n'a pas amené d'ouvrage. Ses mains sont posées sur sa robe, la paume en l'air, comme des instruments inutiles. Elle a l'air attentive et bête à la fois. On pourrait dire, elle a l'air bonasse. Jeanne n'est pas belle. Un front rectangulaire, des sourcils minces aux arcades gonflées, des yeux noirs écartés, un nez épaté, une bouche tombante, un menton lourd. Le tout est posé sur une absence de cou et des épaules boulottes. Totalement disproportionnées, sur deux grandes oreilles minces pendent deux petits anneaux d'or. Seul le regard noir et dur tranche sur ce visage mou. Ce regard bouge. Il fait le tour de la pièce, objet par objet, il scrute lentement, puis se pose à nouveau. Pour la 1e fois, la petite Suzanne habille sa poupée. Jeanne l'observe un moment. Le robinet de l'évier lâche, une à une, des gouttes d'eau dans une bassine en émail. Cela fait un bruit mat et agaçant dans le silence, qui est soutenu par le ronronnement du poêle. Dans son berceau, le bébé a cessé de s'agiter. Quelques gazouillis de plus en plus vagues annoncent le sommeil. Alors Jeanne se lève, tire sa chaise près du petit lit, tout près. Elle surveille l'enfant qui dort. Pendant ce temps, au lavoir, dans la fraîcheur de l'eau courante et le claquement des battoirs, la mère s'active de la langue et du bras. Un monticule de linge blanc, vigoureusement tordu, emplit déjà l'une des corbeilles, une bonne heure à passer. Soudain, un appel retentit et résonne en écho sous la voûte. « Madame Weber! Madame Weber !» Essoufflée par la course, tenant ses jupes à pleine main, mademoiselle Pouche, une voisine, est entrée en courant, faisant se redresser d'un seul coup les dos courbés sur l'ouvrage. « Qu'est-ce qu'il y a? Le feu ?» Reprenant péniblement son souffle, la messagère explique d'une voix entrecoupée. « C'est la petite. Elle est malade. Elle étouffe. Jeanne vient d'appeler au secours. Dépêchez-vous !» Plantant là ses torchons, la mère s'élance affolée et remonte en courant la rue de la Chapelle, suivie par une horde de femmes curieuses de l'événement et qui envahissent derrière elle le logement. La petite fille est étendue sur le grand lit de la chambre, blanche d'étouffement, ses grands yeux fixant le plafond. Penchée sur elle, la tante Jeanne, une main glissée sous la petite chemise, épie les battements de son cœur. La mère se précipite, s'empare de l'enfant qu'elle arrache littéralement à son berceau et se met à secouer désespérément cet enfant en criant « Mais elle est morte, elle est morte !» Soudain l'enfant a un hoquet, le petit visage se crispe, la bouche s'ouvre, cherchant désespérément de l'air, quelques râles, puis, les pleurs libérateurs, elle respire à nouveau, difficilement s'étrangle, mais elle vit. Aussitôt, un brouhaha de soulagement monte du groupe des voisines accourues. C'est la première fois qu'elle a des convulsions, dit la mère, pâle d'émotion. Silencieuse, Jeanne ne dit rien, mais en y regardant de plus près, elle a un air bizarre. Elle fixe l'enfant comme si... Mais non, c'est sûrement l'émotion. Et bientôt, elle se mêle naturellement à la conversation des commères qui se séparent sur le pas de la porte. Interrompue dans sa lessive qu'elle a laissée sur place, la mère doit retourner au lavoir. Après s'être assurée que l'enfant est bien calmé, elle la confie de nouveau à Jeanne et repart, à demi rassurée. 3/4 d'heure après, un nouvel appel retentit sous la voûte du lavoir. « Madame Weber !» C'est la même mademoiselle Pouche, en larmes cette fois, et qui, toute tremblante, n'ose pas en dire plus. D'une voix blanche, la mère demande « Georgette ?» Accablée, mademoiselle Pouche fait un signe de tête. À nouveau, la mère s'élance comme une folle et pénètre en trombe dans la maison pour s'arrêter pile devant le berceau. Le bébé est étendu sur le dos, poings crispés, tête en arrière. Le visage et le cou sont violets. Cette fois, il est mort. Jeanne est toujours là, effondrée sur une chaise, le front couvert de sueur, l'œil hagard.
il n'y a plus rien à faire. Une bonne semaine après le drame de la mort de la petite Georgette, les parents Weber, qui ne sont toujours pas remis de leurs émotions, surveillent avec inquiétude leur fille aînée. Ils viennent de la surprendre jouant avec une bouteille de sirop d'éther à moitié pleine. La mère remet le flacon en place. Il ne manquerait plus qu'elle s'empoisonne. Madame Weber est inquiète. Le médecin n'a pas précisé de quoi était morte la petite Georgette. Les traces violettes sur le cou du bébé ne l'ont pas inquiété. Il a parlé de mauvaise bronchite, de convulsions. Et la mère a peur pour Suzanne, l'aînée, qui sait si une mauvaise maladie ne rôde pas dans la maison. Mais la petite fille, insouciante, semble en bonne santé. Comme d'habitude, elle joue avec sa poupée assise par terre sur une vieille couverture. Cet après-midi, la tante Jeanne doit venir la garder. Lorsqu'elle arrive, la mère fait ses recommandations. « Surveille-la bien. Elle a pris goût à ce sirop d'éther. J'ai peur qu'elle ne l'attrape, si tu as le dos tourné. » Puis, les parents sortent et Jeanne se retrouve seule avec l'enfant. Une demi-heure après, un camarade de Pierre Weber vient le chercher à l'établi. « Il faut que tu rentres chez toi, ça ne va pas. La gosse est malade. » C'est au tour du père de regagner la maison en courant pour découvrir sa fille souffrant apparemment des mêmes symptômes que la cadette. Membres contractés, dents serrées, visage violet, elle étouffe. M. Weber pense immédiatement au sirop d'éther et tente de faire vomir la petite fille. Il y réussit et l'enfant se calme. Au bout d'une demi-heure, Jeanne le rassure, le renvoie à son travail. Ah, les heures coûtent cher et la petite va mieux. Alors le père se laisse convaincre et repart. Une heure après, on revient le chercher. Et il arrive juste à temps pour voir mourir Suzanne dans les bras de Jeanne. En une semaine, les 2 enfants Weber sont morts d'une étrange maladie dont le seul indice visible semble être ces taches violettes à la base du cou. Madame Weber n'en peut plus. Le chagrin l'écrase. Mais un soupçon lui vient qu'elle confie à son mari. C'est bizarre quand même. Le cou de la petite était tellement marqué que Jeanne lui a mis un foulard. Si le médecin n'a pas délivré le permis d'inhumer, c'est bien pour quelque chose. On aurait dû le dire au policier qui est venu. Il n'a pas regardé sous le foulard. Il n'a rien demandé à Jeanne. Mais tais-toi donc. Cette femme a déjà eu suffisamment de malheur comme ça. De quoi veux-tu la soupçonner? Elle adore les enfants. Madame Weber se tue et d'ailleurs, elle ne revit presque plus Jeanne, qui semblait l'éviter depuis la mort des enfants. C'est que Jeanne avait proposé ses services à un autre couple de la famille, dont le mari et son beau-frère, embarrassé lui aussi d'une petite Germaine de 7 mois. Ils se nomment les Léons. Madame Léon, ravie de pouvoir aller faire ses courses les bras libres, s'absente pour l'après-midi, et Jeanne s'installe. Il y a 2 semaines, chez les Weber, elle s'était installée de la même façon, droite sur une chaise, tout près du berceau. Tout à coup, la grand-mère, qui habite à l'étage au-dessous, entend des cris perçants. Elle monte, aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettent. Le bébé congestionné respire à peine et ne crie plus lorsqu'elle arrive. Inquiète, la grand-mère s'installe à bon moment aux côtés de Jeanne, qui lui explique calmement que ce n'est pas grave, qu'elle a déjà vu des enfants faire ce genre de crise. Une mauvaise digestion, sans doute. Ce n'est rien, rien du tout. Et comme la grand-mère se lève de sa chaise, elle la reconduit gentiment en lui conseillant d'aller chercher un médecin. Le docteur arrive, perplexe. Il constate des ecchymoses autour des oreilles. Examine l'enfant, ne trouve rien. Par acquis de conscience, il ordonne une potion et dit qu'il reviendra le lendemain. Le lendemain, l'enfant est en pleine forme. Décidément, ce n'était pas grave. Dans l'après-midi, Jeanne s'envoie confier de nouveau la garde. Le soir, le soir, le bébé est mort, enfoui sous les couvertures. L'enterrement a lieu 2 jours après. Jeanne y assiste. Et le soir même, c'est son propre fils, Marcel, qui meurt brusquement de suffocation. En moins d'1 mois, 4 enfants de la même famille, 4 enfants que Jeanne connaît, sont morts.
Réunie dans le malheur, chaque branche de la famille trouve encore le courage de consoler cette pauvre Jeanne, qui semble plus atteinte que les autres par la mort de son propre fils. C'est ainsi qu'une cousine, Madame Charles Weber, vient lui rendre visite avec son petit Maurice. Un bébé de 10 mois, potelé bien rose, beau comme un Jésus. Jeanne est lugubre. Elle se confie. Le commissaire me fait des ennuis, il veut exhumer les petites. Mais je n'ai rien fait, défendez-moi. Les deux femmes discutent un moment et la cousine rassure Jeanne. Entre gens de la même famille, il faut bien s'aider. À un moment de l'après-midi, Jeanne, qui tricote, casse une aiguille et quel ennui! Elle n'en a pas de rechange. Oh, qu'à cela ne tienne! La cousine va lui en chercher. Et Jeanne reste seule avec le gros bébé rieur. Lorsque la cousine revient avec l'aiguille, son fils est sur le lit, violé comme ses cousines, convulsé comme ses cousines, il étouffe comme ses cousines. Pour la mère, c'est un choc et une révélation en même temps. Malheureuse. Celui-là aussi, hein? Tu veux qu'il te passe dans les mains, comme les autres? On court chercher le médecin qui découvre une tache noirâtre tout autour du cou que Jeanne a dissimulé sous un foulard. Le commissaire de la Goutte d'Or fait enfin arrêter Jeanne. Alors tout le monde se met à parler. Et l'on découvre qu'une petite Lucie et une petite Marcelle de 2 ans chacune sont mortes, bien bizarrement, alors que Jeanne les gardait. Le commissaire, lui, attend prudemment les rapports du médecin légiste sur chaque enfant mort et qui portaient tous des ecchymoses suspects autour du cou. Mais le petit Maurice venait d'avoir la coqueluche. La petite Georgette avait au poumon un abcès tuberculeux. La petite Suzanne portait une lésion congénitale au larynx. Alors, impossible de dire avec certitude de quoi sont morts les 4 enfants. Le médecin légiste, le professeur Thoineau de la faculté de Paris, qui estime être un expert dont on ne peut pas discuter la compétence, affirme donc la mort naturelle. Et comme l'affaire fait grand bruit et que certains de ses collègues tentent de le contredire, il se fâche plus encore et fait paraître dans les archives d'anthropologie criminelle un article dans lequel il affirme que les constatations faites par des non-professionnels sont sans valeur. Il va même jusqu'à affirmer que les ecchymoses suspectes n'ont jamais existé que dans l'imagination des mères de famille. Mais les mères de famille ne l'entendent pas de cette oreille, et la rumeur publique non plus. On réclame la tête de l'ogresse de la Goutte d'Or, que les revues décrivent folle, alcoolique et jalouse des enfants des autres. Les aliénistes ne la trouvent pas folle du tout. Et le 29 janvier 1906, devant les assises de la Seine, Jeanne Weber, butée, ne cesse de répéter « Je ne sais pas, je suis innocente ». Et bien que l'on ne s'explique pas tout dans cette singulière affaire, le jury déclare Jeanne Weber relevée de l'accusation portée contre elle. La foule gronde de colère et une femme s'écrie « Elle recommencera !» Rendue à la liberté, l'ogresse de la Goutte d'Or doit quitter son quartier car, si la justice la blanchit, le peuple de Paris, lui, la condamne. 2 ans passent. Et nous devrions refermer notre dossier car Jeanne Weber a disparu. Pourtant, un soir d'avril 1907, dans le bourg de Villedieu, près de Châteauroux, une étrange femme veille un petit garçon de 12 ans qui semble bien malade. Elle s'appelle Madame Blaise. À côté d'elle, la sœur du petit garçon. Elles sont seules, le père est au champ, la mère est morte il y a bien longtemps. « Va chercher le médecin », dit Madame Blaise à la petite fille. Mais le docteur arrive trop tard. Il ne peut que constater la mort et un large sillon sombre sur le cou du petit garçon. Méfiant, il avertit le parquet de Châteauroux. Et l'on apprend que Madame Blaise, c'est Jeanne Weber, recueillie par le père du petit garçon 1 mois auparavant. Il raconte qu'il a recueilli cette femme par charité, elle semblait pauvre mais brave, et elle aimait tant les enfants. Cette fois-ci, vous pensez à juste titre que l'ogresse de la Goutte d'Or va se retrouver sur le banc des assises et que cette fois, c'en est bien fini. Ça n'est pas fini. Par une coïncidence bizarre,
c'est au même médecin légiste, le célèbre professeur Thoineau, que le parquet va confier l'autopsie du petit garçon. Ce professeur Thoineau, qui par ses affirmations a déjà sauvé la tête de Jeanne Weber il y a 2 ans. Que va-t-il faire cette fois-ci? Un nouvel exploit? Allant à l'encontre de ses collègues de Châteauroux qui parlent d'étranglement, il conclut, avec ses assistants, un décès par typhoïde ambulatoire. La bagarre d'experts est déclarée. Tant et si bien que le malheureux juge d'instruction, qui ne sait plus à quel enfer se vouer, nomme une 3e commission pour départager les 2 premières. Oh, la fâcheuse idée. La bagarre dégénère en bataille rangée, et comme le professeur Thoineau crie plus fort que tous les autres, Jeanne retrouve les assises, et les assises la remettent dehors. C'est devenu une habitude. Ah, bien entendu, après ce 2e scandale, il se crée d'un côté les partisans de Jeanne Weber et de l'autre les tenants de l'ogresse de la Goutte d'Or. Jouant les persécutés, Jeanne se réfugie dans un asile de province dirigé par l'un de ses partisans qui lui confie en toute sécurité l'infirmerie des enfants abandonnés. 15 jours après son arrivée, on la surprend serrant d'un peu trop près le cou d'un miséreux d'une dizaine d'années que la fièvre avait amené à l'infirmerie. Le directeur, partisan, ravale son opinion et, désireux d'éviter le scandale, la jette à la rue sans rien dire à personne. Et Jeanne ne sait plus où aller. Sans argent, de plus en plus hagarde, après une tentative de suicide manquée, elle regagne Paris et va se jeter dans le bureau du chef de la sûreté. « Arrêtez-moi! Mais arrêtez-moi, je suis une criminelle! C'est vrai! J'ai étranglé les petites filles Weber. » Oh, elle ne risque rien d'avouer. La chose étant jugée. Mais 1 mois de prison ou 2 ferait un refuge agréable au point où elle en est. On y a au moins le gîte et le couvert. Alors le directeur de la sûreté tente sa chance. Et le petit garçon de Châteauroux? Ah lui, non. Non, seulement les petites. Puis, pressée de questions, Jeanne tout à coup se rétracte. Elle avoue qu'elle voulait simplement qu'on la mette en prison. Et alors, alors, on la rejette à la rue. Ah, décidément, la justice ne voulait pas d'elle. Alors Jeanne repart sur les routes, s'acoquine avec un vagabond, et atterrit dans un estaminet sordide où le couple loue une chambre. C'est là qu'enfin, elle commettra son dernier crime. Sa 5e victime, officiellement ne parlons pas de ses propres enfants. C'est là qu'enfin, elle fut surprise en flagrant délit par la patronne de l'estaminet dont elle venait d'étrangler le fils avec son mouchoir. Le célèbre professeur Thoineau, ridiculisé, ne fit pas de commentaires, et Jeanne Weber, soumise à l'examen de 2 aliénistes, fut enfin considérée comme folle alliée. Elle mourut peu de temps après dans un asile où il n'y avait fort heureusement que des fous et des vieillards à portée de ses mains. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le soir du mardi 8 février 1949, une tempête s'élève sur l'océan Atlantique. D'énormes rouleaux de vagues déferlent sur la plage des Sables-d'Olonne et, plus loin, se brisent sur les rochers. Une tempête est un beau spectacle, surtout si on le contemple à partir du rivage, les pieds au sec en toute tranquillité. Le mercredi 9 février, après le déjeuner à la cantine, un moniteur de la colonie de Saint-Jean-d'Ambestier dit aux enfants « Ah, aujourd'hui, la promenade, ça va être du tonnerre. Chouette, vous nous emmenez loin ? Ah, pas si loin que ça, mais tu verras.
Ça vaut la peine de marcher un peu. « Oh, dites, monsieur, où on va ?»« Au puits d'enfer. »« Mais qu'est-ce que c'est ?»« Tu verras, je te dis. Avec le temps qu'il fait, c'est le jour ou jamais. » La colonie se met en route en chantant, les gosses intrigués, ravis. Voilà la mer à l'horizon, grise et déchaînée. Sur le rivage, un plateau rocheux, avec en fond de décor des pins. Le moniteur est heureux de faire partager aux enfants son goût de la nature. C'est beau, hein? Et le puits d'enfer, où il est? 1 minute. Suivez-moi. Le groupe s'avance sur le plateau. En plein milieu, un trou. Une sorte d'entonnoir qui s'emplit à marée haute, se vide à marée basse par de multiples canaux souterrains. L'eau bouillonne là-dedans par vagues qui avancent et reculent, éclatant sur les cailloux en gerbes d'écume blanche. Ah, le moniteur n'a pas menti. Le puits d'enfer, par mauvais temps, vaut la peine d'être admiré. La mer gronde en arrivant, gémit en se retirant. Et juste comme l'eau se retire, aspirée par le gouffre, plusieurs enfants poussent d'un cri. Ils viennent d'apercevoir le corps d'un noyé ballotté au gré des flots. Le moniteur aussitôt ordonne de faire demi-tour et de rentrer à la colonie. Il confie à un assistant la direction du groupe et se précipite, lui, au Sable d'Olonne, afin d'alerter la gendarmerie. Quelle est la victime du puits d'enfer? Les gendarmes et les pompiers des Sables d'Olonne arrivent au puits d'enfer. Repêcher le cadavre qui se trouve au fond du gouffre n'est pas une petite affaire. Un pompier y descend suspendu à une corde. Il agrippe le corps pour empêcher que le reflux l'emporte. Il crie « Il y a une malle aussi !»« Quoi ? Une malle ? Une malle en osier, là, coincée derrière le rocher !» La mer continue de se retirer. En attendant un moment, on va pouvoir prendre pied au fond, ce sera plus facile. 1 heure plus tard, la malle et le cadavre sont remontés. La victime est un homme d'une 60aine d'années, les mains et les pieds liés avec de la ficelle, un mouchoir noué autour du cou qui a dû servir de bâillon. Ce n'est pas un accident, c'est un crime, constate le capitaine de gendarmerie. Il faut prévenir le commissaire principal. Celui-ci ne tarde pas à se présenter sur place, suivi de 5 inspecteurs. Leurs déductions sont simples. Une fois la malle jetée dans le gouffre, son couvercle s'est ouvert. Le corps qui se trouvait à l'intérieur a été éjecté. « Il reste des choses dedans, commissaire, vous avez vu ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Des draps, un peignoir de bain, une veste, une cordelette et un rouleau à pâtisserie. » « Il a dû servir à l'assommer. »« Et sur lui, vous avez trouvé quelque chose ? » ?»« Rien. Sauf que sur les boutons de son pantalon, il y a gravé l'adresse d'un tailleur. Vous l'avez noté ? » ?»« Oui, oui. Marius, tailleur, 80 rue Jouffroy, Paris 17e. » L'inspecteur Penn de l'identité judiciaire a relevé, lui, les traces de pneus d'une voiture, puis celles des barres de bois qui soutiennent le fond de la malle en osier. La voiture s'est arrêtée là-bas, au bout du chemin. On a traîné la malle jusqu'ici. Vous dites qu'on l'a traînée. Ah, c'est absolument sûr, commissaire, voyez vous-même. Le commissaire va voir, fait les 100 pas. Puis, dit en souriant, « Merci, inspecteur. » C'est bon, c'est bon. Quand le commissaire souriait, c'est qu'il venait de découvrir quelque chose. Vous avez une idée? Oui, mon vieux. L'assassin est une femme. Il n'explique pas pourquoi à ses collaborateurs. Il m'en gardait avec eux un peu de distance et surtout de mystère, pour son standing. Il avait réfléchi. De 2 choses l'une. Ou bien l'assassin était seul, et c'était un homme capable de tirer 80 kilos, de les soulever par endroits. Ou bien 2 personnes se sont chargées de la besogne, mais pas 2 hommes, car à 2, ils auraient pu porter la malle. Puisque celle-ci a été traînée, l'une des 2 personnes au moins était une femme. Le commissaire n'a pas dit son dernier mot. Il veut réexaminer lui-même les vêtements du mort. Oui, cette histoire de boutons gravés avec l'adresse du tailleur indique qu'il ne s'agit pas de vêtements de confection. La victime devait s'habiller sur mesure, et dans ce cas,
Les tailleurs inscrivent souvent le nom de leur client sur une patte de toile à l'intérieur d'une poche. Le commissaire retourne une poche et lit « E. R. Tellier, 64 rue Jouffroy, Paris ». Bravo, commissaire. Avoir trouvé si vite le nom de la victime et découvert que son assassin est une femme, cela n'arrive d'habitude qu'aux vedettes des romans policiers. La police judiciaire parisienne est alertée. Le jeudi 10 février, 2 inspecteurs vont voir la concierge de l'adresse indiquée. « Monsieur Tellier, bien sûr qu'il habite ici. Justement, je me disais, c'est drôle, je ne l'ai pas vu depuis dimanche. » Ah, il a dû partir en voyage sans me le dire. « Et au début de la semaine, vous n'avez rien remarqué, madame? Dites-moi, il lui serait pas arrivé malheur? Je vous demande s'il s'est passé quelque chose lundi ou mardi, par exemple. » « Ah, mardi, oui, la bonne est partie. Elle est venue me dire au revoir, ça m'a étonné qu'elle s'en aille. Monsieur Tellier me disait, c'est une perle, je la soigne parce que j'en trouverai jamais une autre comme elle. » Ah, ça en effet. Vous dites? Rien. Comment s'appelait-elle? Simone. Simone R. Vous me permettrez de respecter l'anonymat de cette personne et de ses complices. Pardon, madame la concierge, elle avait des bagages. Ah oui, ça, elle en avait. Il a fallu 2 hommes pour les transporter, des valises et une grosse malle en osier. Le lendemain matin, vendredi, Henri C. se présente au commissariat de la rue Laborde. C'est un chauffeur qui travaille pour SVP. En lisant le journal, il a appris la nouvelle de l'assassinat de M. Tellier. Ah, c'est moi, monsieur le commissaire. C'est moi qui ai transporté la malle au Sables d'Olonne. C'est même moi qui ai aidé à la jeter dans le puits d'enfer. Je vous jure bien que je savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais enfin, ça ne vous a pas paru bizarre? Un peu lourd, tout de même? Oh ben si, bien sûr. Ah, sur le moment, j'ai pas réfléchi. La cliente m'a dit que c'était des explosifs, qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse pour ne pas avoir d'ennui. Elle devait les vendre. Elle avait été prise dans un mauvais coup, elle risquait gros. Elle était bien brave. Alors j'ai voulu l'aider. Alors je dis pas que j'ai eu raison, remarquez, hein. Et ensuite? Comment ça? Ah, qu'est-ce que vous avez fait ensuite avec votre cliente? Ah, je l'ai ramenée à Paris. On a dîné sur la route. Ah ça, alors, vraiment, j'aurais jamais cru à la voir. Elle me paraissait un peu folle, mais tout de même. Vous l'avez déposée où? Au métro, à l'Opéra. Mais je dois la revoir, hein, si c'est ça qui vous intéresse. Elle a téléphoné au bureau. Faut que j'aille ce soir à 8h chez un avocat, Maître Herman. 7 rue de... Attendez, j'ai noté. 7 rue de Villers-Sexel. La police, bien entendu, est au rendez-vous. Simone R. est arrêtée dans la rue au moment où elle s'apprête à entrer dans l'immeuble. Qui donc est cette femme? Voilà une femme, Simone R., qui tue son patron, le met dans une malle, organise une expédition jusqu'au puits d'enfer, et cela en voiture de location avec chauffeur, qui donne rendez-vous à ce chauffeur chez un avocat. Autant se jeter elle-même dans le gouffre, dans la gueule du loup. Interrogée par le juge d'instruction, elle nie l'évidence, incapable par ailleurs de donner le moindre alibi, la moindre explication. Elle s'enferme dans le silence et ne fait que répéter « Je suis innocente ». Des médecins l'examinent. Non, elle n'est pas folle. Hystérique peut-être. Exaltée, mégalomane par moments. Malheureuse. Désespérée, certainement. Le juge parle d'elle avec sa mère, Madame C., qui habite en Vendée un château, enfin, en fait une maison cossue, entourée de vignobles. Je ne reconnais plus ma fille, monsieur le juge. Elle est si bien élevée. Mais enfin, depuis quand est-elle au service de monsieur Tellier? Quelques mois. Vous savez, depuis son retour d'Espagne, je ne la voyais presque plus. Elle ne prenait même pas de nouvelles de sa fille, Françoise, qui vit avec moi. Elle était gouvernante chez ce monsieur, un homme âgé qui avait besoin de quelqu'un pour lui tenir sa maison. Vous dites qu'avant, elle habitait en Espagne. Oui, la Catalogne. Elle s'est mariée en 1932 là-bas avec un propriétaire terrien plus âgé qu'elle, mais qui l'a rendue heureuse, très heureuse. Jusqu'à la guerre civile. Ah, cette guerre. Son mari a dû la faire avec les républicains, malheureusement. Vous comprenez, en vivant près de Barcelone, on n'avait pas le choix. Bref, à la victoire de Franco, le pauvre homme a dû s'exiler. Il est parti au Chili. Ma fille devait l'y rejoindre.
Un jour, elle a reçu un avis officiel. Son mari venait de mourir d'un cancer. Elle était restée en Espagne? Oh, vous n'y pensez pas. C'était impossible. Elle est venue se réfugier chez moi avec notre petite Françoise. Elle est retournée en Espagne après l'amnistie accordée par Franco, pour vendre ce qu'elle pouvait et récupérer un peu d'argent. Car, vous savez, là-bas, avant la guerre, elle était très riche. C'est ça, monsieur le juge, qu'elle n'a pas pu supporter. La mort de son mari et la pauvreté. La mère de Simone R. se met à pleurer. Elle n'avoue pas tout. La déchéance de sa fille, qui, pour oublier ses malheurs, s'installe à Paris, commence par se droguer et fit des aventures sordides. Le juge a fait relever les emplois occupés par la meurtrière depuis son retour en France, des emplois où elle ne fait que passer, car les employeurs ne peuvent la supporter longtemps. Professeur d'espagnol dans une école libre du 6e arrondissement, secrétaire dans différents bureaux, collaboratrice d'un notaire en banlieue, puis d'un avocat, celui qu'elle est allée relancer après le drame. Est-ce que vous savez, madame, comment votre fille a connu M. Tellier? Non, je ne sais pas. Probablement alors seulement par la petite annonce que M. Tellier avait publiée dans la presse. Et Philippe B. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom-là. Le juge a pitié. Il ne dit pas à sa mère que Simone utilise aussi autrement les petites annonces. Elle en a mis une dans un journal du soir. Cherche quelqu'un capable d'exécuter mission dangereuse, France ou étranger. Philippe B. s'est présenté, un aventurier, jeune, beau garçon. Simone et Philippe se sont plu tout de suite. Se sont-ils aimés? Oui, dans le sens où une femme de 40 ans ne résiste pas au charme d'un homme séduisant plus jeune qu'elle. Non, si l'on considère l'attitude des amants pendant et après le drame. Simone R. a décidé de s'emparer de la fortune de M. Tellier. Elle s'est fait signer une procuration pour la banque, plusieurs chèques pour faire face aux premiers frais. Elle s'organise seule d'abord. Par l'intermédiaire du frère d'une amie d'enfance, elle achète une auto, une grosse voiture, où l'on puisse mettre une malle. Il faudra aller jusqu'au Puy d'Enfer, cet endroit où Simone, enfant à l'époque où elle était élève des Bonnes Sœurs du Collège des Sables d'Olonne, allait en excursion. Qui conduira la voiture? Philippe. Qui aidera à transporter la malle? Philippe. Et une fois le coup réussi, les meubles, les titres, les actions de M. Tellier vendues, avec qui émigrer au Mexique, retrouver dans ce pays le rêve espagnol perdu? Avec Philippe. Seulement Philippe B., s'il se laisse tenter au début, se sauve dès qu'il est mis en face de ses responsabilités. Il n'y a plus de transporteur pour la malle, plus de chauffeur pour la voiture, plus personne. Alors, allô SVP? La célèbre firme rend toujours à ses clients les services qu'ils attendent, mais ne peut évidemment être en aucun cas complice d'un crime. Le coup de téléphone de Simone R. l'a perdu. Aux assises de la Seine, maître Raymond Hubert défend Simone R. Il plaide qu'il faut être galant et gentil avec elle parce qu'elle est malheureuse et irresponsable. René Floriot, lui, défend Philippe B. Je ne peux résister au plaisir de le citer. Les policiers se disent « Voilà un salaud qui a tué un homme. » Sa complice même l'a avoué. Notez qu'on a trouvé dans la malle du Puy d'Enfer, outre un cadavre, une cordelette et un rouleau à pâtisserie. L'autopsie n'est pas encore faite. Les policiers sont donc fondés à croire Philippe B. a assommé le vieillard avec le rouleau et l'a ficelé avec la cordelette. Le malheur, c'est que l'autopsie prouvera que ni la cordelette ni le rouleau n'ont servi. Il y a mieux. Il y a le coup d'échec. Au moment de l'interrogatoire de Philippe B., les policiers savent que 4 chèques ont été encaissés, un par Philippe B., les 3 autres par Simone R. Philippe B. dit « Tellier, la victime, n'a signé qu'un chèque et je suis parti avec. » Ah bon? Il n'a signé qu'un chèque. Et les autres? L'expertise prouve qu'ils ont été établis et signés par Simone R. Eh bien, vous me permettrez, messieurs les jurés, de vous dire que je vois là la preuve de l'innocence de Philippe B. Non seulement il n'a pas été le complice d'un crime, mais il n'était pas là quand M. Tellier est mort. Il était là pour lui faire peur, pour l'extorsion des fonds.
On me dit une pareille femme n'a pas pu assommer seule un homme même âgé. Elle n'a pas pu seule porter le cadavre dans ses bras et le jeter dans un panier d'osier. Mais qui vous dit que M. Tellier a été assommé? L'autopsie dit pas de traces de coups. Par contre, traces d'éther. Et si M. Tellier était mort par suffocation? Reste l'argument de soulever le corps et de le porter jusqu'à la malle. Qui vous dit qu'au lieu de porter le corps dans la malle, Simone R. n'a pas porté la malle auprès du lit, auprès du corps? De ce moment, il suffit d'un mouvement que pourrait faire un enfant pour laisser tomber le corps dans le panier. Le recroqueviller ensuite est bien plus une question d'adresse que de force musculaire. Maître Floriot, une fois de plus, vient de sauver la tête d'un de ses clients. Philippe B. n'est condamné qu'à 20 ans de travaux forcés. Simone R., elle, est condamnée à mort. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Comme très souvent, l'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui commence d'une façon assez banale. Mais si vous avez la gentillesse, le courage ou la curiosité de m'écouter jusqu'au bout, vous verrez qu'elle mérite bien de figurer dans les dossiers extraordinaires. Elle a au surplus, cette affaire, malgré son côté macabre, un aspect poétique, surréaliste, avec un arrière-plan freudien qui forme un cocktail assez piquant. À Caravaggio, petit bourg de la région de Milan, il existe une grande bâtisse qu'on appelle le château. Dans ce château vit la famille Mestre, une famille très religieuse qui exploite depuis toute éternité un commerce de grains. Le chef de famille est l'oncle Vittorio, un homme honnête, équitable et scrupuleux, mais très fort physiquement, plein de vitalité et d'un caractère excessivement coléreux. Il règne sur sa femme, une créature insipide et plutôt méchante, sur son frère Gaspardo, qui courbe les chines et lui rend compte sou par sou des résultats du commerce. Il y a un troisième frère, disparu en Afrique du Nord pendant la guerre, qui avait épousé une Turque, laquelle est retournée dans son pays en abandonnant sa fille Rita aux soins de l'oncle Vittorio. Il semble que Rita, délurée et très jolie, ait voulu secouer l'étouffante atmosphère du soi-disant château de Caravaggio. On a longtemps dit de Rita Mestre qu'elle tenait de sa mère un caractère bizarre, mais comme vous allez le voir en écoutant cette surprenante affaire, il n'est pas certain du tout que l'étrangeté de son comportement soit due à son ascendance maternelle. Quoi qu'il en soit, elle fuit la famille Mestre en septembre 1951, à l'âge de 16 ans, dans l'intention de vivre en France avec un certain Rinaldo Mattesini, qui lui-même a 19 ans. Rinaldo Mattesini est reconduit à la frontière par la police française quelques jours plus tard, quant à Rita, qui doit avoir le diable au corps, elle réapparaît à l'aéroport de Milan au mois de février 1952 pour y faire simplement escale venant de Karachi en direction d'Amsterdam. Mais l'avion étant immobilisé pour la nuit par le brouillard, comme les autres passagers, elle doit coucher dans un hôtel de la ville et pour cela remplir une fiche de police. Il faut croire que les fiches de police sont quelquefois vérifiées. Un policier lit Rita Mestre, née le 27 juillet 1935. Comme il y a un avis de recherche lancé par la famille Mestre, Rita est priée de rester à Milan. Comble de l'horreur, elle porte un manteau de fourrure, ce manteau pèse 15 kilos, la doublure contient des sachets de
Hachiche. Mais Rita, ayant 17 ans, a agi sans aucun discernement, presque contrainte par un avocat parisien de 35 ans qui en a fait sa maîtresse, et le tribunal pour enfants la considère donc comme irresponsable. À la maison de rééducation pour jeunes filles, où elle va passer 2 années, Enzo Campinoni, l'un de ses éducateurs, s'intéresse particulièrement à elle. Peut-être ressent-il un tendre sentiment. Rita, je vous le rappelle, est vraiment très belle. Enzo Campinoni, l'éducateur, a 32 ans. C'est un homme grand, maigre, sportif. Tout dans son visage, le nez mince en bec d'aigle, le menton volontaire, même le sourire de ses yeux clairs, expriment, disent les rapports, une grande volonté et une grande générosité. Ce n'est pas seulement en raison de cette affection particulière que ce brave garçon interroge longuement la jeune délinquante. Au tribunal, on avait attribué son comportement à son caractère impulsif, emporté, à son tempérament de feu, à son éducation privée d'autorité paternelle et maternelle, à sa beauté qui, paraît-il, lui rendait la vie trop facile. Mais il croit de son devoir de chercher à en savoir plus, et Rita, le trouvant sans doute sympathique, se laisse aller à certaines confidences. Elle raconte notamment un souvenir d'enfance susceptible de marquer toute une vie et d'expliquer son comportement. Cela se passait pendant la guerre, en 1941. Rita et sa mère Genan vivaient dans la sinistre maison de Vittorio à Caravaggio. Les 2 femmes étaient sans nouvelles du père depuis longtemps et ne savaient pas s'il avait été tué ou fait prisonnier par l'armée britannique du général Wavell. Bien entendu, on ne parlait pas de cela devant Rita. On lui disait que son père était au loin, qu'il faisait la guerre, qu'il fallait prier pour lui, ce qu'elle faisait tous les soirs, et à la messe du dimanche matin. Mais d'après Rita, l'attitude de Vittorio était trouble. Il avait été le seul à approuver le mariage de son père avec une Turque. Et maintenant, il les prenait toutes les 2, la mère et la fille, sous sa protection de plus en plus étouffante, avec les semaines qui passaient, puis les mois. Un jour, fin 1942, Rita surprend sa mère en train de pleurer. Ce n'est pas la première fois. Elle est assise dans le fauteuil qui trône au milieu de la salle à manger de l'oncle Vittorio. Au début, personne n'osait s'asseoir dans le fauteuil de l'oncle Vittorio, et puis, à plusieurs reprises, il avait invité sa mère à s'y asseoir, et maintenant, c'était devenu le fauteuil de sa mère. C'est la tombée du jour, la pièce est très obscure. Rita entend le pas pesant de l'oncle Vittorio. Elle se retourne, il est dans l'ouverture de la porte. Pour elle, un géant un peu terrifiant. Sa mère lui demande « Rita, veux-tu me chercher un mouchoir ?» Elle sort, mais cette fois elle a compris que sa mère veut qu'elle s'éloigne. Dans le corridor, elle traîne. Elle entend sa mère demander « Vous avez des nouvelles ?» Et Vittorio répond « Non. Ma pauvre Genan, cette fois, je crois que nous n'en aurons plus. S'il était vivant, nous le saurions. » Rita reste pétrifiée dans le corridor. Elle a compris qu'il parlait de son père. Elle entend l'oncle Vittorio se déplacer dans la pièce. Puis, un silence. Inquiète, elle retourne à la porte. L'oncle Vittorio est passé derrière le fauteuil de sa mère qui pleure à chaudes larmes. Il lui caresse les cheveux comme pour la consoler. Mais Rita voit qu'il est tout près d'elle. Sa joue effleure presque son visage, et elle entend, sans bien comprendre, des phrases dans le genre de « Allons, ma petite enfant, il faut vous consoler. Vous n'avez que 26 ans, je suis là. Vous n'avez rien à craindre de la vie. Vous savez l'affection que j'ai pour vous, etc., etc. » Rita voit le regard brillant de l'oncle Vittorio. Elle a peur. Elle n'ose bouger. Maintenant, l'oncle Vittorio embrasse les cheveux de sa mère, puis il l'embrasse dans le cou. Sa mère a un geste brusque. Elle se retourne à moitié dans le fauteuil et l'oncle Vittorio, comme s'il devenait fou, essaie de la retenir dans ses bras. Sa mère se débat et Rita crie. La scène en est restée là. Mais depuis ce jour, dans la maison au volet toujours clos, l'atmosphère est devenue de plus en plus étouffante. Sa mère évite de rester seule avec l'oncle Vittorio. Celui-ci, pour acheter le silence de l'enfant, lui offre des jouets, des bonbons. Mais la femme de Vittorio a senti la situation. Avant, elle avait un visage triste et sans expression. Maintenant, elle devient méchante. Chaque fois qu'elle regarde Rita, elle l'accuse de tous les défauts, met ses jouets aux ordures et répète partout que sa mère est une orientale paresseuse, juste bonne à entraîner les hommes dans la débauche.
Alors, un matin, elles se sont retrouvées, la mère et l'enfant, dans l'autobus qui les conduit qu'à 30 km de là, dans le village d'Armino, où elles vont habiter, à l'écart du village, près d'une décharge publique. Plus tard, l'enfant sera placé comme pensionnaire près de Bologne. Elle ne reverra plus jamais sa mère. L'oncle Vittorio prétendra qu'elle est repartie pour la Turquie sans même demander à revoir sa fille. Voilà pourquoi, lorsque, conformément aux spécifications du tribunal, Rita doit être rendue à l'oncle Vittorio, son tuteur légal, Enzo Campinoni croit bon de l'accompagner. Il veut parler avec son oncle de l'avenir de l'enfant et régler avec lui les détails d'une procédure qui lui permettrait d'exercer une certaine surveillance. C'est ce jour-là, lorsqu'il se présente avec elle devant la sombre bâtisse de Caravaggio, au moment où il tire sur la poignée et fait tinter la cloche, au moment où l'oncle Vittorio le découvre à côté d'elle, que s'ouvre ce dossier extraordinaire. Donc, chers amis, la grille s'ouvre devant le sombre château de Caravaggio. Enzo Campinoni ne s'explique pas l'étonnement, l'émotion du grand vieillard en découvrant sa nièce Rita, qui a maintenant 19 ans. Il ne comprend pas non plus sa colère en le voyant à côté d'elle. L'oncle Vittorio, imposant, bourru, demande à Rita « Qui est-ce » Enzo veut répondre « Je suis un des éducateurs de... » L'oncle Vittorio l'interrompt « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?»« Mais monsieur, j'accompagne votre nièce. »« Bon, alors c'est fait, merci !» Et l'oncle Vittorio, prenant le bagage de sa nièce, la tire vers lui et referme la grille au nez du malheureux éberlué. Voilà donc le brave Enzo, relégué seul devant la grille fermée. Comme il n'a pour le moment aucun pouvoir légal, force lui est de faire demi-tour. Évidemment, l'éducateur va écrire 3 fois. Les 2 premières lettres restent sans réponse. À la 3e, l'oncle Vittorio répond que sa nièce est partie sans tambour ni trompette, probablement pour aller travailler en Allemagne. Évidemment, ce serait bien dans la manière de Rita Mestre, mais ce qui surprend l'éducateur, c'est qu'elle ne l'ait pas consulté, ou du moins tenue au courant par un simple petit mot, car elle avait promis de le faire et elle semblait lui faire confiance. Alors, il s'ouvre de son inquiétude au juge pour enfants qui a eu à connaître du cas de Rita, et à la demande de ce dernier, la police entreprend de vérifier si Rita Mestre a passé la frontière pour gagner l'Allemagne, soit par la Suisse, par l'Autriche ou même par la France. Bien qu'elle fasse l'objet d'une fiche dans les archives de la police, on ne retrouve aucune trace. Il ne semble pas non plus qu'elle ait quitté l'Italie, ni par avion, ni par bateau. Mais cela ne prouve pas grand-chose, car les contrôles de police aux postes frontières, surtout les postes routiers, ne sont pas toujours très, très stricts. Alors, pendant près de 3 mois, on l'a fait rechercher en Allemagne, où se trouve un très grand nombre de travailleurs italiens, sans aucun succès d'ailleurs. Peut-être Rita Mestre a-t-elle voulu retrouver en Turquie sa mère, Cenan Rifa. Là encore, les recherches sont difficiles, mais lorsqu'on parvient à retrouver la famille de Cenan, celle-ci tombe des nues. Pour sa famille, Cenan, qui a épousé un Italien avant la guerre, est partie vivre avec lui dans la région de Milan. Elle a eu un enfant. La guerre a interrompu toute possibilité de correspondre avec elle, et depuis, ils n'en ont plus jamais entendu parler. Sa famille turque, qui croyait que Cenan l'avait oublié en apprenant que, selon les dires de la famille Mestre, Cenan devrait avoir regagné la Turquie, s'émeut, et l'ambassade de Turquie en Italie demande officiellement que des recherches soient entreprises. La police italienne est enfin saisie d'une demande en bonne et due forme, peut convoquer officiellement les protagonistes de cette affaire. Mais les interrogatoires des 3 membres de la famille Mestre n'apportent pas grand-chose. La femme de Vittorio et le frère, terrorisés, se taisent. Quant à Vittorio, il répète que Cenan est parti en Turquie et Rita, probablement en Allemagne. Alors, le maire de Caravaggio, poussé par Enzo, l'éducateur, décide d'interroger l'oncle Vittorio dans sa propre maison. Accompagné d'Enzo et d'un carabinier, il va donc sonner à la grille du château. C'est une vieille servante
qui vient ouvrir au maire et à l'éducateur. Plus large que haute, tout de noir vêtue et dentée, elle monte avec le perron et les fait asseoir dans le salon où trône un magnifique fauteuil de style. Enzo se souvient du récit de Rita. C'est sans doute ce fameux fauteuil où sa mère fut autorisée à s'asseoir, le fauteuil de l'oncle Vittorio, aussi chargé de symboles qu'un trône. Tout, dans l'obscure bâtisse, respire une propreté méticuleuse et un ennui morbide. La sinistre Madame Mestre, à la bouche acerbe, aux yeux toujours à demi fermés, survient, atterrée. Vittorio Mestre n'en est pas là, elle l'a fait prévenir. Ces messieurs, en attendant, veulent-ils un peu de café? On entend grincer la grille et le pas pesant de l'oncle Vittorio sur le perron. Les trois hommes posent leur tasse de café et se lèvent. Après un échange de propos peu amènes, le maire, pris d'une inspiration subite, demande à visiter la maison. On devine l'affolement de Madame Mestre et du frère Gaspardo. Mais l'oncle Vittorio, sombre, leur dit « C'est honteux, mais je ne peux pas l'empêcher. » Et il ajoute pour sa femme « Accompagne-les. » Les trois hommes, sans mot dire, faisant craquer le parquet ciré dans le silence, visitent toutes les pièces de la maison et se retrouvent devant une porte fermée. « C'est une chambre inoccupée, dit Madame Mestre. Vous voulez voir? Si cela ne vous ennuie pas. » Les trois hommes jettent un coup d'œil dans l'obscurité pour tout d'abord ne rien voir. Puis, en refermant la porte, le maire fait voler un voile blanc. Grâce à la faible lumière qui passe entre les volets fermés, il a bel et bien vu une robe de mariée. Alors le carabinier ouvre les volets. Il s'agit bien d'une robe de mariée sur un mannequin. Et il y a d'autres robes, partout, tout autour d'eux, sur d'autres mannequins, ou bien accrochés à des porte-manteaux, des robes, des sous-vêtements de femmes. Beaucoup de vêtements sont démodés. Ce sont des robes courtes qui datent de la guerre, avant le New Look, mais il y a aussi quelques vêtements de jeunes filles, plus à la mode. Complètement ahuri, éberlué, stupéfait, le maire se tourne vers la femme de Vittorio et demande « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces robes ?» Elle ne répond pas. « Ce n'est pas à vous. » « Mais alors à qui est-ce » Enfin la femme de Vittorio hausse les épaules. « C'est à lui qu'il faut demander ça, dit-elle. » Dans le salon, Vittorio Mestre, impassible, sombre, les défie du regard. Le maire lui demande à qui sont toutes ces robes. Vittorio fait un effort pour répondre et finalement ne dit rien. Le maire est à la fois très étonné et en colère. Il demande à la femme de Vittorio et au frère « Mais vous, parlez! À qui sont ces robes ?» Gaspardo et la femme de Vittorio se regardent, ils sont pâles. Ils semblent morts de peur. Nous, on ne peut rien dire. Enfin, Gaspardo s'adresse à son frère. « Parle, Vittorio, parle !» L'oncle Vittorio regarde tout le monde, l'un après l'autre. Il serre les dents. Le front plissé, il réfléchit. Enfin, on entend le son de sa voix. Il dit simplement « Pourquoi ?» Tout le monde regarde le maire, et le maire comprend qu'en effet, rien n'oblige Vittorio à parler. Il a le droit d'avoir des robes, une collection de robes. Heureusement, le maire se souvient qu'il a des questions à poser. Il pose la première qui lui vient à l'esprit. « Pourquoi votre belle-sœur Djenan est-elle retournée en Turquie sans emmener sa fille Rita ?» Vittorio répond « C'était une mauvaise mère et une femme indigne. Pendant la guerre, elle a trompé mon frère avant que sa disparition soit officielle, et je l'ai chassée. Mais nous avons voulu garder Rita. » Évidemment, le maire demande comment il se fait que les deux femmes soient parties sans emmener leurs vêtements. Ce à quoi Vittorio répond qu'il n'y avait aucune raison pour que Djenan emmène sa robe de mariée en Turquie et que Rita est partie en colère et tellement précipitamment qu'elle n'a même pas emmené une brosse à dents. Quand il lui demande à nouveau les raisons qui l'ont amené à constituer ce musée, il s'enferme dans un silence méprisant en bougonnant simplement qu'il a le droit de faire ce qu'il veut avec les choses
qui sont sous son toit. C'est alors qu'Enzo, qui sans rien dire était retourné dans le musée, revient avec 2 photos étonnantes. L'une est une photo récente, l'autre une photo jaunie. Sur la plus ancienne, on y voit une très jeune femme, avec une coiffure très haute, une jupe courte et un grand sac en bandoulière, des chaussures avec d'énormes semelles de bois à la mode de la dernière guerre. Sur l'autre, la même jeune femme, avec une sorte de robe hippie et les cheveux formant une énorme crinière frisotée. La ressemblance entre les 2 femmes est absolument saisissante et leur beauté est égale. Mais les 3 hommes ont compris, l'une est Jenan, la mère, l'autre Rita, la fille. Le maire a pris les photos. « Vous permettez que je les emmène ?» Vittorio accepte d'un signe de tête. En partant, le maire dit « Nous nous reverrons, monsieur Mestre. »« C'est probable. Mais ce sera inutile, » conclut l'oncle Vittorio. C'est Enzo qui, se souvenant du récit que Rita lui avait fait de sa vie avec sa mère, dans une petite maison d'Armino, a l'idée d'y envoyer la police. Celle-ci va donc procéder à une enquête dans ce village, où elles ont en effet vécu près d'1 an. Mais personne à Armino n'a gardé le souvenir du départ de Jenan pour la Turquie. On sait seulement que l'oncle Vittorio est venu la voir 2 ou 3 fois dans sa voiture à gazogène, et puis qu'un matin, les volets ne se sont pas ouverts. Elle était partie. Alors on fouille de fond en comble la triste maisonnette à l'écart du village, près de la décharge publique. On sonde à tout hasard les terrains alentours et, comme il fallait s'y attendre, on découvre, dans la décharge, très endommagé mais encore identifiable, ce qui reste du squelette de la pauvre Jenan Rifa. L'examen fait apparaître qu'elle a été enterrée complètement nue. Les vertèbres du cou sont déplacées et, à moins que ce ne soit l'effet d'un tassement du terrain, probablement étranglée par des mains fort puissantes, sans doute celles de Vittorio. Telle est du moins l'opinion de la police, bien qu'on ne puisse relever aucun autre indice, ni sur le cadavre, ni dans la petite maison qui est alors habitée par un couple totalement étranger à l'affaire. Et on n'en aura jamais aucune preuve. En effet, le même jour, l'oncle Vittorio est retrouvé dans son musée. Son corps se balance au milieu des mannequins en sous-vêtements et en robe de mariée. Il s'est pendu. Il ne laisse aucun papier pour expliquer son geste. Ce n'est pas nécessaire. Tout le monde a compris. Vittorio se trouvait lui-même trop hypocrite, trop fou, trop horrible. Désormais, en plus, il allait être publiquement un objet de honte, déshonoré. Lui, Vittorio Mestre, l'homme du château. Quant à Rita Mestre, nul ne sait ce qu'elle est devenue, ni si elle vit encore. 2 détails pourtant donnent une indication sur ce qui peut lui être advenu. Dans sa rage à retrouver sa protégée, Enzo est parvenu à reconstituer une partie des événements qui se sont déroulés la nuit qui a suivi le retour de la jeune fille à Caravaggio. Tout d'abord, au dire de son frère et de sa femme, l'oncle Vittorio avait été violemment ému en revoyant Rita, dont la ressemblance avec sa mère était tout simplement étonnante. Et détail considérable, elle avait eu droit au fameux fauteuil. Le dîner avait été sinistre car la jeune fille avait, sans attendre, notifié à l'oncle Vittorio sa décision de repartir dès qu'elle le pourrait par n'importe quel moyen. Après le dîner, l'oncle Vittorio lui aurait dit « Viens au salon, nous avons à parler. » Madame Mestre, le frère Gaspardo et la servante, entendant s'élever une violente dispute, se sont prudemment enfermés dans leur chambre. L'oncle Vittorio n'est pas venu rejoindre la couche de sa femme de toute la nuit, mais cela, paraît-il, lui arrivait souvent. Au matin, l'oncle Vittorio est parti vers 5h30. On l'a entendu sortir sa camionnette et il a crié à sa femme, qui lui demandait par la fenêtre ce qu'il faisait, qu'il allait livrer des sacs de grains. La police ne pourra jamais découvrir le destinataire de ces sacs. À quoi bon? Personne ne cherche plus personne, et le coupable, s'il y en a un, est mort. Ce dossier extraordinaire a donc été définitivement refermé.
d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Chers amis, comme cette histoire vous réserve une surprise, Jacques-Antoine vous demande de l'écouter jusqu'au bout. La première scène se passe pendant l'été indien, à Québec, en 1949, dans cet hôtel étonnant qui surplombe la ville, de ses murs rouges et de ses toits de bronze. Dans l'immense hall sombre, devant le stand de la Canadian Pacific Airways, un homme grand, mince, d'allure timide, aux cheveux bruns ondulés et au visage juvénile, essaie de convaincre sa femme de ne pas décaler son voyage. Lucille, l'hôtesse de la compagnie, vêtue d'un élégant tailleur chocolat au lait orné d'une jonquille pour aller avec son petit chapeau, attend patiemment. Enfin, la femme cède et l'on achète le billet. Quelques instants plus tard, l'homme et la femme se séparent, la femme pour rentrer chez elle, Monsieur Gay pour rejoindre une ravissante créature bien connue pour son sex-appeal qui travaille au café Le Monte-Carlo. Elle s'appelle Marie-Ange Robitaille et c'est sa maîtresse. Un mot sur l'homme. Oh, et puis non. Si je vous en dis tout de suite plus sur son compte, vous allez penser qu'il est le coupable dans ce dossier extraordinaire. Ben, vous ne trouvez pas que ce serait un peu cousu de fil blanc, un peu trop évident? Le coupable comme ça, dès le début de l'histoire? 2 jours plus tard, un homme vêtu d'un costume bleu marine, chemise verte, cravate noire, tenant sa petite fille par la main, accompagne sa femme à l'aéroport. L'homme et la femme s'embrassent, sans passion, puis la femme embrasse sa petite fille et, sans bagage, ne portant que son sac à main, se dirige vers la salle d'embarquement. Alors l'homme, tenant toujours sa petite fille par la main, fait quelques pas vers une machine distributrice d'assurance et il souscrit une police de 10 000 $ sur la vie de sa femme et à son bénéfice. On peut voir son nom sur le papier que lui délivre la machine. Albert Gay. Ah ah ah! Je vous vois venir, chers amis, vous pensez? L'avion va exploser, boum! Et c'est ce monsieur Gay, le coupable. Non mais vous ne trouvez pas que ce serait un peu trop cousu de fil blanc? Un peu trop facile, un peu trop évident? Est-ce que cela mériterait de figurer dans les dossiers extraordinaires? Pendant que M. Albert Gay souscrit une assurance de 10 000 $ à son profit sur la vie de sa femme qui va décoller de l'aéroport de Québec, un taxi qui fonçait sur l'autoroute saute sur un K6. Dans ce taxi, une femme d'environ 40 ans habillée de noir. À ses pieds, une grande boîte de carton de 75 cm de haut sur 40 de large. « Mais faites attention, dit-elle au chauffeur. » Le chauffeur ralentit sa course, se souvenant que la cliente lui a dit que son carton contenait des œufs. Arrivée à l'aéroport, la dame embarrassée par son colis demande au chauffeur de taxi de l'aider. C'est ainsi que M. Willy Lamonde, employé de la Canadian Pacific Airways, voit arriver la femme en noir, très excitée, portant son colis qu'elle pose sur la bascule. L'employé constate que le colis fait 13 kilos. « C'est trop, dit-il. » La femme insiste. Comme l'avion va décoller, l'employé appelle un convoyeur pour faire porter le colis vers l'appareil. La femme lui dit « Vous trouverez le nom du destinataire et de l'expéditeur sur la boîte, tout est écrit. » L'employé jette un coup d'œil et dit « Expéditeur, M. Ursule Bouchon, destinataire, M. Alfred Plouffe. » Bon, bien sûr, chers amis, vous pensez que ces noms sont bizarres. Ah, mais ça existe, les noms bizarres. Ah oui, Ursule Bouchon, Alfred Plouffe. Et s'il fallait trouver louche tous les colis qui portent des noms bizarres? Le prix de l'expédition s'élève à 2,75 $. Comme la femme, toujours aussi excitée, lui a remis un billet de 10 $,
et qu'ils n'ont pas de monnaie, ni les uns ni les autres, il faut rappeler le chauffeur de taxi qui obligeamment change le billet. Ah, je sais ce que vous pensez, chers amis. Vous pensez, le colis, c'est une bombe. Oh, allons, voyons. Vous ne trouvez pas que ce serait un peu trop cousu de fil blanc, un peu trop facile, un peu trop évident? D'ailleurs, si ce colis contenait une bombe, on aurait pris soin, je présume, de donner à l'expéditeur et au destinataire des noms passant plus inaperçus, pas Ursule Bouchon et Alfred Plouf. Pourtant, la suite semblerait vous donner raison. En effet, 16 minutes après le décollage, l'avion, un DC-3, après avoir traversé le Saint-Laurent, explose et s'écrase, au lieu dit poétiquement le seau du cochon. Monsieur Victor Duclos, fermier à Saut du Cochon, est la première personne qui parvient sur les lieux de la catastrophe. Il remarque que certains débris sont tombés très loin du débris principal de l'épave, presque 1 kilomètre. Dans l'épave, ou ce qu'il en reste, il aperçoit des membres épars, des visages sanglants. Il ramasse une chaussure fendue en plein milieu. Les vêtements sont brûlés, déchiquetés, au point qu'on les dirait mangés par de la vermine. Au-dessus de tout cela flotte une odeur que M. Duclos reconnaît bien, car il l'a déjà utilisée, celle de la dynamite. C'est aussi ce que reniflent aussitôt les premiers policiers, les sauveteurs et tous les experts qui vont venir sur les lieux. On dénombre bientôt 23 cadavres, aucun rescapé. Sans aucune difficulté, les enquêteurs établissent que la catastrophe a été provoquée par une explosion dans la soute à bagages. Pendant ce temps, à l'aéroport, il s'appelle Lorette, les enquêteurs se plongent dans l'étude de la liste des passagers tandis que la compagnie reçoit les parents et amis de ces derniers qui accourent affolés à l'annonce du drame. Ils sont bientôt une centaine qui assaillent les responsables. Ceux-ci, embarrassés, minute après minute, bribe par bribe, pour atténuer le choc, donnent quelques informations. Il y a des victimes, disent-ils. On ne sait pas encore combien. Il y a des morts. On n'a pas encore dénombré les cadavres. On a compté 22 victimes. Mais on ne sait pas combien de vivants. On ne sait pas s'il y a des rescapés. Il n'y a pas de rescapés. Mais avant de s'affoler, il faut connaître la liste des victimes. Certains passagers ont pu renoncer à partir au dernier moment, etc., etc. Mais Albert Gay et sa fille, mêlés à la foule silencieuse, savent qu'il n'y a plus d'espoir, puisqu'ils ont vu Madame Gay marcher vers l'avion. Alors la petite fille se met à crier dans les bras de son père, qui sanglote. Leur douleur fait peine à voir. Il faut l'arrivée d'un prêtre pour qu'il se calme un peu. Tous les policiers disponibles à Québec sont maintenant sur l'affaire, et l'on a vite fait d'établir que tous les bagages ont été amenés soit par les victimes elles-mêmes, soit par un affréteur très respectable, dont les envois sont réguliers et fréquents sur la ligne. Tous les bagages, sauf un. La fameuse boîte en carton. En écoutant les nouvelles de la radio, le chauffeur de taxi qui l'a transportée commence à douter qu'elle ait réellement contenu des œufs. Il se rend à la police et donne une description exacte de la dame en noir et l'adresse où il l'a chargée. À l'adresse indiquée, carrefour extrêmement passant, personne ne connaît cette dame. Mais les policiers entreprennent d'interroger tous les gens du quartier. De même, ils interrogent les parents et amis très proches des victimes. En tout premier lieu, Albert Gay. Cela pour deux raisons évidentes. D'abord parce que sa femme, morte d'hémorragie cérébrale à la suite de multiples fractures, est la seule femme parmi les victimes dont le visage n'est pas méconnaissable. Elle a donc été identifiée la première. Ensuite, les policiers ont trouvé le double de la police d'assurance qu'Albert Gay a souscrit à l'aéroport. Mais dans l'esprit des policiers, ce dernier détail plaiderait plutôt en sa faveur. Car c'est quand même cousu de fil blanc, non? C'est un peu trop facile pour la police, non? Un peu trop évident. Toutefois, comme cette forme de crime à l'assurance serait la première du genre, car l'affaire se passe en 1949, Albert Gay, s'il est coupable, croyait peut-être, en la souscrivant, que personne ne devinerait jamais la vérité. D'ailleurs, si l'avion s'était abattu dans l'estuaire du Saint-Laurent, personne, en effet,
n'aurait jamais connu la vérité. Et en tout cas, on n'aurait jamais pu le prouver. Donc les policiers vont interroger Albert Gay. Ils trouvent un homme effondré qui répond comme il peut aux questions qu'on lui pose. Quand ils lui apprennent que sa femme et les 22 autres passagers ont été victimes d'un attentat, il pâlit et dit « C'est monstrueux ». Il demande ce qu'il peut faire pour aider la police. Hélas, il ne peut rien qu'exhorter les policiers en les raccompagnant à la porte à creuser jusqu'au fond de cette affaire. Bien entendu, on cherche à Québec M. Ursule Bouchon, qui serait l'expéditeur du colis, et à Bécomo M. Alfred Plouffe, le destinataire. Et on cherche, sérieusement, car justement, parce que ces noms sont bizarres, les policiers ont peine à croire qu'on les ait inventés pour les mettre sur un carton contenant une bombe, ce qui serait le plus sûr moyen de le se faire remarquer. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, M. Ursule Bouchon et M. Alfred Plouffe n'existent pas. Les enquêteurs interrogent tous les employés de la Canadian Pacific Airways qui ont vendu les billets pour le vol fatidique. C'est ainsi qu'ils ont l'occasion d'entendre les témoignages de Lucille, l'hôtesse au petit tailleur chocolat au lait, qui a vendu un billet dans le hall de l'hôtel 2 jours plus tôt. Ah, elle se souvient très bien. Il y avait un homme et une femme. La femme voulait décaler son voyage et son mari l'a décidé à ne rien changer à ses projets. Reconnaîtrait-elle cette femme? Peut-être. On lui montre une photo? Oui, c'est elle. Elle, c'est Madame Gay. Et cet homme, c'est lui. Lui, c'est Monsieur Gay. Et mettez-vous à la place des policiers, chers amis. Ils se regardent incrédules. S'il avait eu l'intention de piéger l'avion, il n'aurait pas discuté avec sa femme devant la vendeuse du billet pour la pousser devant témoin à prendre un avion qui va exploser. Tout de même, ils enquêtent sur la vie de M. Gay. Oh, non, c'est pas vrai. Figurez-vous que son premier métier avant d'être joaillier, c'était ouvrier dans une fabrique de munitions. Et sa vie privée? Voyons un peu sa vie privée. Et nouvelle incrédulité des policiers. De notoriété publique, le ménage Gay n'allait plus du tout. Il se disputait sans arrêt et M. Gay n'avait caché à personne son désir de quitter sa femme pour vivre avec la splendide créature qui travaille au Monte-Carlo, Marie-Ange Robitaille. Marie-Ange déclare aux policiers qu'il y a longtemps qu'elle n'aime plus Albert Gay. D'ailleurs, elle ne le voit plus. Depuis la dernière fois, elle ne lui a même pas téléphoné. Et c'était quand la dernière fois? Hier. Au demeurant, Albert Gay n'est pas fou ni idiot. Il a au contraire la réputation de l'homme très avisé, dont les affaires marchent très bien. Comment admettre dans ces conditions qu'il ait pu se livrer à une entreprise aussi grossière? D'ailleurs, à l'enterrement, sa peine paraît sincère et il émeut même les policiers qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, scrutent discrètement tous les visages des parents et amis des victimes. Il a apporté une énorme couronne de fleurs qu'il place sur le cercueil de sa femme en disant « Si c'est Dieu qui l'a voulu, je l'accepte. » Encore une fois, chers amis, mettez-vous à la place des policiers. Tout cela serait tellement cousu de fil blanc, tellement facile, tellement évident, qu'ils cherchent désespérément un autre coupable. C'est ainsi qu'ils finissent par retrouver enfin la fameuse dame en noir. Hélas, lorsque les policiers arrivent chez elle, c'est pour voir une ambulance l'emmener à l'hôpital. Elle vient de tenter de s'empoisonner avec des somnifères. Il va donc falloir attendre 24 heures au moins avant de pouvoir l'interroger. De toute façon, on sait déjà qu'elle s'appelle Madame Pitre, que c'est une ancienne restauratrice, âgée de 42 ans, entremetteuse, criblée de dettes. Elle devait d'ailleurs de l'argent à Albert Gay. On s'en aperçoit en fouillant ses papiers. Mais elle doit de l'argent à la moitié de Québec. Tiens, elle connaît Marie-Ange Robitaille. Ah oui, mais maintenant qu'on l'a identifiée, on s'aperçoit qu'elle connaît tout Québec. Oh, disent les gens, c'est la mère Pitre. Oui, je la connais. C'est la femme qui, c'est la femme que. Et Madame Pitre a un frère. Et ce frère s'appelle Généreux. Décidément, c'est non. Un policier trouve alors une explication qui vaut ce qu'elle vaut au choix des 2 noms sur le collier en carton. Pour des gens ayant des noms aussi bizarres, Madame Pitre, Monsieur Généreux, peut-être que finalement, les noms qui nous paraissent à nous bizarres leur semblent à eux normaux. D'ailleurs, ce Monsieur Généreux va valoir un nouvel étonnement des policiers. D'abord, il est horloger. Ensuite, il est infirme
et se traîne péniblement dans le fond d'une échoppe sombre sur des béquilles. On ne peut pas avoir l'air plus louche que cet homme-là. Lorsque les policiers entrent chez lui, ils le trouvent en grande conversation avec un client, Monsieur Ovide. Je vous affirme, chers amis, que nous n'inventons pas les noms, mais il faut comprendre que cela se passe au Canada français où les noms sont restés de vieux noms français, finalement assez différents des nôtres. Or, Monsieur Ovide déclare avoir rencontré Monsieur Gay dans la boutique où il se trouve une quinzaine de jours auparavant. Monsieur Généreux lui aurait dit, en lui présentant un client, « Tenez, voici un homme à qui vous pouvez rendre service. » Et il a présenté les deux hommes l'un à l'autre, sans omettre de signaler leur profession. Monsieur Gay, joaillier, Monsieur Ovide, expert chimiste de la police. « Que puis-je faire pour vous ?» a demandé Monsieur Ovide à Monsieur Gay. « Je voudrais savoir, » a demandé Monsieur Gay à Monsieur Ovide le plus naturellement du monde, si une batterie de 6 volts est suffisante pour faire sauter une charge de dynamite et s'il faut un détonateur pour chaque bâton d'explosif. Évidemment, chers amis, quand on a l'intention de faire sauter un avion, c'est un peu bizarre d'aller demander comme ça des renseignements au premier venu. Mais ça devient totalement insensé quand le premier venu est expert chimiste de la police canadienne. Or, c'est comme tel que M. Ovide a été présenté à M. Gay. Les policiers demandent quelle a été la suite de la conversation. M. Gay m'a dit qu'il voulait dynamiter un lac pour prendre du poisson et pour faire sauter aussi des souches près d'une ferme. Je lui répondis que c'était un moyen dangereux et qu'il était beaucoup plus simple de jeter de la chaux au fond du lac, mais il préférait parler dynamite, ajoutant en riant « ça peut toujours servir ». Une fois encore, le regard des policiers se croise. Ça a l'air d'une blague. On se moquerait d'eux, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Enfin, ce n'est plus cousu de fil blanc, c'est cousu de corde à puits, rouge. Alors, ils cherchent toujours un autre coupable possible. Mais rien à faire. Toujours, les ramène sur Albert Gay. Par exemple, ce dénommé Louis Carreau, qui vient déclarer tout simplement au tribunal qu'Albert Gay lui aurait offert un jour 30 livres pour empoisonner sa femme et 18 livres pour se taire. Vous avez refusé? Oui. D'ailleurs, Albert Gay n'avait pas d'argent sur lui. Lors d'un conseil de guerre de la police, deux tendances se font jour chez les policiers. Pour les uns, on ne peut pas ignorer les multiples présomptions qui accablent Albert Gay. Pour les autres, ces présomptions sont si nombreuses et les fautes si grossières de la part d'un homme intelligent qu'elles rendent justement sa culpabilité invraisemblable. Alors, on décide d'attendre le réveil de Madame Pitre. Nous sommes l'après-midi du 4e jour. Deux policiers entrent sur la pointe des pieds dans la chambre de Madame Pitre, qui vient de reprendre connaissance. Surtout, ne la fatiguez pas, demande le médecin. Madame Pitre tourne vers les visiteurs des yeux las et effrayés. Madame, excusez-nous de venir si vite à votre chevet, mais nous avons plusieurs questions à vous poser. La première, est-ce que le carton que vous avez porté à l'aéroport contenait des œufs? Non. Que contenait-il? Je ne sais pas. Alors pourquoi avez-vous dit que c'était des œufs? Parce que la personne qui m'avait demandé de porter ce paquet m'avait dit qu'il était très fragile. Et quelle était cette personne? Albert Gay. Une fois encore, les regards des policiers se croisent. Et pourquoi avez-vous accepté de porter ce paquet? Parce que je lui devais de l'argent. Et pourquoi avez-vous tenté de vous suicider? Avant-hier soir, Albert Gay est venu chez moi quand il a su qu'on allait m'identifier. Et il m'a dit « Prenez des somnifères et ouvrez le gaz. » Et vous avez pris les somnifères sans ouvrir le gaz. Le docteur intervint pour dire aux policiers que, raisonnablement, la visite était terminée et que s'ils voulaient en savoir plus, il faudrait qu'ils reviennent le lendemain. Les policiers s'en vont sans protester, car ils n'ont guère besoin d'en savoir plus. Le lendemain, 5 jours après le début de l'enquête, Albert Gay est inculpé d'homicide volontaire avec préméditation sur les 23 passagers de la Canadian Pacific Airways. Oh, on aurait pu l'inculper d'homicide volontaire avec préméditation, négligence et stupidité, car l'instruction comme l'enquête ne posera aucun problème, étant donné qu'il sera facilement établi que, 3 semaines plus tôt, toujours sans savoir pourquoi, Madame Pitre avait acheté 4 kilos de dynamite pour Albert Gay,
étant donné que c'est Madame Pitre qui avait présenté Albert-Guay à Marie-Ange Robitaille et qui leur prêtait son appartement lorsqu'ils désiraient se rencontrer, et étant donné que c'est son frère, généreux, l'horloger infirme, qui a fabriqué, avec un vieux réveil, le détonateur de la bombe, soi-disant sans savoir pourquoi, étant donné que, la veille de l'attentat, Albert-Guay est venu chez l'horloger infirme pour constater qu'il fonctionnait bien, et l'horaire de la Canadian Pacific Airways à la main, il a réglé ce mécanisme pour qu'il explose un quart d'heure après le décollage. Pendant l'instruction, la foule venait crier sous les murs de la prison « Mais tuez-le, tuez-le » Puis de là, se rendait au café Le Monte-Carlo pour admirer Marie-Ange Robitaille qui, moyennant finance, publiait des articles dans la presse accompagnés de sa photo en maillot de bain. Albert-Guay, lui, jouait aux cartes avec ses gardiens. Décontracté, souriant chaque fois qu'il les battait, s'exclamant « J'ai encore gagné, j'ai de la chance !» La chance, pourtant, finit par l'abandonner. Il avait trop tiré sur la corde. La corde s'est vengée. Elle l'a pendu. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.